Le 12 mars 2005, Céline Moreau quitte son appartement de Tours pour se rendre à son travail comme chaque matin. Elle traverse la place Jean Jaurès vers 8h moins le quart, son sac en bandoulière, son écharpe rouge flottant dans le vent de mars. Une collègue la croise à l'entrée du parking souterrain et échange quelques mots avec elle sur la météo capricieuse. Céline sourit, monte dans sa Clio grise, démarre le moteur. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. Sa voiture ne sortira jamais de ce parking et Céline ne rejoindra jamais son bureau. Pendant 18 ans, l'affaire restera dans les tiroirs de la police judiciaire. Aucun corps, aucune trace bancaire, aucun indice tangible. Les enquêteurs classent le dossier parmi les disparitions inexpliquées, persuadés que Céline a choisi de disparaître volontairement. Sa famille refuse cette version, mais sans preuve, l'enquête s'enlise progressivement dans l'oubli administratif. Les années passent, le dossier jaunit, le mystère demeure intact, jusqu'à ce jour d'octobre 2023. Un simple contrôle fiscal de routine vient alors tout bouleverser. Un agent des impôts de Nantes remarque une anomalie dans une déclaration professionnelle. Un détail insignifiant, une incohérence mineure dans des comptes d'entreprise. Mais ce détail va rouvrir brutalement une enquête oubliée depuis près de 2 décennies. Ce que révèle ce document administratif dépasse tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. L'histoire de Céline Moreau ne fait alors que commencer, et la vérité s'avère bien plus sombre que la simple disparition d'une femme de 32 ans. Tours, début des années 2000, connaît une période de transformation urbaine intense. La ville se modernise, les quartiers se rénovent, les entreprises du tertiaire s'installent dans les zones périphériques. C'est dans ce contexte que Céline Moreau travaille comme comptable dans une société d'import-export installée près de la gare. Elle occupe ce poste depuis 5 ans, discrète, compétente, appréciée de ses collègues. Rien dans sa vie ne laisse présager le drame qui va la frapper en ce mois de mars 2005. Céline vit seule dans un 2 pièces du quartier de la Tranchée. Divorcée depuis 3 ans, elle a refait sa vie calmement, sans éclat. Ses proches la décrivent comme réservée, organisée, presque méticuleuse. Elle entretient des relations cordiales avec son ex-mari Thierry Arnaud, architecte reconverti dans l'immobilier. Leurs chemins se croisent rarement, mais sans animosité particulière. Le divorce s'est déroulé sans conflit majeur, sans enfants à se partager. Une séparation banale comme tant d'autres. Ce matin du 12 mars, Céline suit sa routine habituelle. Levée à 7 heures, café, douche rapide, préparation du sac de travail. Elle porte un tailleur pantalon bleu marine, son écharpe rouge préférée, des bottines à talons moyens. Vers 7h40, elle verrouille son appartement et descend les 3 étages à pied. Le gardien de l'immeuble confirme l'avoir vue partir normalement, comme tous les matins depuis des années. Rien d'inhabituel dans son comportement. Aucun signe d'inquiétude ou de stress visible. Le trajet jusqu'à son bureau ne dure que 15 minutes en voiture. Céline emprunte toujours le même itinéraire, longe les quais de Loire, traverse le pont Wilson, rejoint la zone commerciale de Roche-Pinard. Elle gare habituellement sa Clio au 2e sous-sol du parking de l'entreprise, emplacement numéro 23. Ce jour-là, sa collègue Martine Leblanc la croise effectivement à l'entrée du parking vers 8h moins 10. Elles échangent quelques phrases sur le temps pluvieux, sur un dossier à boucler avant midi. Céline semble normale, pressée peut-être, mais sans plus. Martine entre dans l'immeuble, monte directement au 4e étage où se trouve leur service. Elle prépare le café, allume son ordinateur, attend l'arrivée de Céline qui ne vient jamais. 9 heures passent, puis 10 heures. Le téléphone de Céline sonne dans le vide. Martine commence à s'inquiéter sérieusement. À 11 heures, elle prévient la direction qui appelle immédiatement le domicile de Céline, sans réponse. L'après-midi même, Thierry Arnaud, contacté en urgence, signale la disparition au commissariat central de Tours. L'enquête démarre dans la confusion et l'incompréhension totale. Avant de poursuivre cette histoire troublante, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez-nous en commentaire le nom de votre ville. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté et à vous proposer des affaires qui vous touchent peut-être de plus près. Si vous appréciez ces récits d'enquêtes mystérieuses et de disparitions inexpliquées, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Et si vous voulez que nous continuions à explorer ces affaires oubliées, un petit like nous encourage vraiment. Les premiers policiers arrivent sur le parking de l'entreprise en fin d'après-midi. La Clio grise de Céline
est effectivement garée à son emplacement habituel. Porte verrouillée, vitres intactes, aucune trace de lutte, aucun signe d'effraction visible. Les clés sont absentes, le sac à main également. Les enquêteurs inspectent minutieusement l'intérieur du véhicule sans découvrir d'éléments suspects. Tout semble parfaitement normal, comme si Céline avait simplement garé sa voiture et disparu dans la nature en emportant ses affaires personnelles avec elle. Le parking possède un système de vidéosurveillance installé depuis 2003. Les enquêteurs récupèrent immédiatement les enregistrements de la matinée du 12 mars. Les images montrent effectivement Céline entrant dans le parking à 7h52 précise. Elle se gare sans difficulté, coupe le moteur, reste quelques secondes immobile dans l'habitacle, puis elle sort de la voiture, ferme la portière, jette un regard autour d'elle. Elle se dirige vers les ascenseurs situés à une trentaine de mètres de son emplacement. Les caméras la suivent, pendant quelques secondes. Mais voilà où l'affaire prend une tournure incompréhensible. Céline n'atteint jamais les ascenseurs. Elle disparaît littéralement du champ des caméras entre deux piliers de béton, dans un angle mort de la surveillance. Les enquêteurs visionnent les bandes des heures suivantes, scrutent toutes les images disponibles. Aucune trace de Céline ne réapparaît. Elle n'est pas sortie du parking par les ascenseurs, ni par les escaliers de secours, ni par la rampe d'accès. Elle semble s'être volatilisée dans ce parking souterrain, comme par enchantement. Les équipes techniques passent le parking au peigne fin pendant 3 jours. Chaque recoin, chaque local technique, chaque issue possible est fouillé méthodiquement. Des chiens renifleurs sont déployés, sans résultat probant. Le parking compte 2 niveaux, 250 emplacements. Plusieurs zones de stockage pour le personnel d'entretien. Aucune trace de sang, aucun indice de lutte, aucun vêtement abandonné. Céline Moreau semble avoir disparu dans un espace clos et surveillée sans laisser la moindre trace matérielle derrière elle. Le téléphone portable de Céline est géolocalisé le soir même de sa disparition. La dernière connexion au réseau remonte à 8h-5, soit quelques minutes après son arrivée sur le parking. Le signal provient effectivement du sous-sol de l'immeuble. Puis plus rien, comme si le téléphone avait été éteint ou détruit. Les relevés bancaires montrent que sa carte bleue n'a jamais été utilisée après le 11 mars au soir, où Céline avait fait quelques courses dans un supermarché près de chez elle. Son compte reste intact, aucun retrait, aucun mouvement suspect. L'enquête de voisinage révèle peu d'informations exploitables. Les voisins de Céline la décrivent comme une personne discrète, sans problème apparent. Personne ne lui connaît d'ennemis, de conflits professionnels ou personnels. Ses collègues confirment cette impression générale. Céline était appréciée, travaillait correctement, entretenait des relations cordiales sans être particulièrement proche de qui que ce soit. Elle déjeunait souvent seule, lisait beaucoup, parlait peu de sa vie privée. Une employée modèle, effacée, presque invisible dans le paysage quotidien de l'entreprise. Thierry Arnaud, l'ex-mari, est évidemment interrogé en premier. Il fournit un alibi solide pour la matinée du 12 mars, confirmé par plusieurs personnes. Ce jour-là, il participait à une réunion professionnelle dans une agence immobilière de Blois, à 50 km de Tours. Une dizaine de témoins attestent de sa présence continue entre 8h et 13h. Les enquêteurs vérifient ses comptes bancaires, son téléphone, son emploi du temps des semaines précédentes. Rien ne permet de le suspecter sérieusement. Le divorce s'était déroulé sans drame majeur, sans violence, sans dette cachée. La famille de Céline refuse catégoriquement l'hypothèse d'une disparition volontaire. Sa mère, Françoise Moreau, insiste sur la stabilité psychologique de sa fille. Céline ne montrait aucun signe de dépression, aucune intention de fuir sa vie. Elle projetait même un voyage en Italie pour le mois de juin, avait réservé un séjour dans une auberge de Toscane. Tous ses papiers sont restés dans son appartement, son passeport, son livret de famille, ses diplômes. Aucune valise n'a disparu, aucun vêtement ne manque. Pourquoi aurait-elle tout abandonné pour disparaître sans raison? Les semaines passent sans avancée significative. Les enquêteurs explorent toutes les pistes classiques. Enlèvement crapuleux, mais aucune demande de rançon n'arrive. Crime passionnel? Mais Céline ne fréquentait personne, aucune liaison connue depuis son divorce. Accident? Mais où est le corps? Le parking a été fouillé, les canalisations inspectées, les locaux techniques vidés. L'enquête tourne en rond, prisonnière de l'absence totale d'indices matériels. Les policiers convoquent à nouveau tous les employés de l'entreprise, interrogent les usagers réguliers du parking.
Personne n'a rien vu, rien entendu ce matin-là. 3 mois après la disparition, un jogger découvre un sac à main dans les buissons près du pont Wilson. Le sac correspond à celui décrit par les proches de Céline, un modèle en cuir marron avec des coutures apparentes. Les enquêteurs l'examinent minutieusement. Il contient le portefeuille de Céline avec ses cartes d'identité, son permis de conduire, 20 € en liquide. Mais le téléphone portable n'y est pas plus que les clés de la voiture ou de l'appartement. Le sac semble avoir été jeté là volontairement, dans un geste précipité. Cette découverte relance l'enquête brièvement. Des analyses scientifiques sont effectuées sur le sac. Aucune empreinte digitale exploitable, le cuir ayant été exposé aux intempéries pendant des semaines. Aucune trace d'ADN étranger, uniquement celui de Céline. Le lieu de découverte pose question. Le pont Wilson se trouve à moins d'1 kilomètre du parking où Céline a garé sa voiture. Quelqu'un aurait-il transporté ce sac jusque-là? Dans quel but? Pour brouiller les pistes? Pour faire croire à une noyade dans la Loire? Les plongeurs de la gendarmerie inspectent le fleuve pendant plusieurs jours sans rien trouver. Ni corps, ni vêtements, aucun autre objet appartenant à Céline. Le commandant Marc Bélanger prend personnellement en charge le dossier Céline Moreau dès le mois d'avril 2005. Enquêteur chevronné de la police judiciaire de Tours, il a déjà résolu plusieurs affaires de disparitions inquiétantes dans le département. Mais cette fois, il se heurte à un mur d'incompréhension. Comment une femme peut-elle disparaître d'un parking surveillé en plein jour sans laisser la moindre trace? Bélanger constitue une équipe dédiée, mobilise des moyens techniques importants. Il veut comprendre ce qui s'est réellement passé ce matin du 12 mars. Les premières investigations se concentrent sur l'entourage immédiat de Céline. Bélanger ordonne des écoutes téléphoniques sur les proches, surveille discrètement Thierry Arnaud malgré son alibi béton. Il fait placer des balises sur sa voiture, vérifie ses déplacements pendant plusieurs semaines. Rien de suspect n'émerge. L'ex-mari mène une vie tranquille, travaille normalement, sort peu. Il semble sincèrement bouleversé par la disparition de son ancienne épouse. Les rares fois où il en parle, c'est avec une tristesse authentique qui ne semble pas feinte. L'enquête s'oriente ensuite vers l'environnement professionnel de Céline. La société d'import-export qui l'employait, Translog International, fait l'objet d'investigations approfondies. Les enquêteurs épluchent les comptes de l'entreprise, examinent tous les dossiers sur lesquels Céline travaillait avant sa disparition. Ils cherchent un conflit d'intérêts, une malversation financière, quelque chose qui aurait pu motiver un enlèvement ou pire. Les comptables judiciaires passent des semaines sur les livres de Translog sans détecter d'anomalies majeures. L'entreprise semble parfaitement légale, ses activités transparentes. Bélanger s'intéresse particulièrement au directeur de Translog, un certain Patrick Verlaine, quinquagénaire au parcours professionnel impeccable. Verlaine a créé l'entreprise en 1998, l'a développée progressivement jusqu'à employer une trentaine de personnes en 2005. Il gère principalement l'importation de textiles et de produits électroniques depuis l'Asie. Son casier judiciaire est vierge, sa réputation solide. Interrogé plusieurs fois, il se montre coopératif, met tous les documents de l'entreprise à disposition. Il affirme n'avoir jamais eu le moindre problème avec Céline, qu'il considérait comme une employée fiable et discrète. Les collègues de Céline sont interrogés individuellement à plusieurs reprises. Martine Leblanc, la dernière personne à avoir vu Céline vivante, témoigne longuement. Elle répète inlassablement la même version, décrit leur bref échange à l'entrée du parking, confirme que Céline semblait parfaitement normale. Elle ne lui a confié aucune inquiétude, aucun problème personnel ou professionnel. Leur conversation portait uniquement sur des sujets banals, la météo, un dossier comptable à finaliser. Rien qui puisse éveiller le moindre soupçon ou suggérer ce qui allait suivre. L'analyse des images de vidéosurveillance continue pendant des semaines. Les techniciens revisionnent chaque seconde enregistrée ce matin-là, cherchent un détail qui aurait échappé au premier visionnage. Ils examinent tous les véhicules entrés et sortis du parking entre 7h et 10h. Aucun comportement suspect n'est détecté. Aucune camionnette suspecte, aucun individu rôdant dans les parages. Le parking était relativement calme ce jour-là. Une trentaine de véhicules seulement dans les sous-sols. Tous leurs propriétaires ont été identifiés et interrogés. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les enquêteurs reconstituent minutieusement les dernières heures de Céline avant sa disparition.
La veille au soir, elle a fait ses courses au supermarché Leclerc vers 19 h. Le ticket de caisse retrouvé chez elle montre des achats tout à fait ordinaires. Nourriture pour la semaine, produits d'hygiène, magazines. Elle est rentrée chez elle vers 20 h, à dîner seule selon les voisins qui n'ont rien entendu de particulier. Les relevés téléphoniques montrent qu'elle a passé 2 appels ce soir-là. Un à sa mère vers 21 h pour discuter d'un déjeuner familial prévu le dimanche suivant. Un autre vers 22 h à une amie de lycée. Cette amie, Sophie Mercier, confirme avoir parlé avec Céline pendant une vingtaine de minutes. La conversation portait sur des sujets légers, projets de vacances, souvenirs communs, petites nouvelles de leur vie respective. Céline paraissait détendue, même enjouée à certains moments. Elle évoquait son voyage en Toscane avec enthousiasme, mentionnait son envie de changer de voiture bientôt. Absolument rien dans ses propos ne laissait présager une disparition imminente. Sophie insiste sur ce point auprès des enquêteurs. Céline ne semblait ni déprimée, ni inquiète, ni en danger. C'était une conversation banale entre 2 amis qui se parlent régulièrement. Bélanger fait également analyser l'ordinateur personnel de Céline, récupéré dans son appartement. L'historique de navigation montre des recherches classiques, consultation de sites d'actualité, réservations touristiques, messagerie électronique. Aucun échange suspect dans ses mails, aucune correspondance avec des inconnus, pas de traces de rencontres en ligne ou de contacts inhabituels. Sa vie numérique apparaît aussi ordinaire que sa vie réelle. Céline ne fréquentait pas les réseaux sociaux, n'avait pas de profil Facebook ni sur aucune autre plateforme. Elle utilisait Internet de manière très limitée, essentiellement pour des besoins pratiques. Les recherches s'étendent aux environs de Tours. Les gendarmes ratissent les zones boisées, les champs, les berges de la Loire sur plusieurs kilomètres. Des battues sont organisées avec des bénévoles, des maîtres chiens, des équipes de plongeurs. Les barrages routiers interrogent les automobilistes dans un rayon de 50 km. Des avis de recherche avec la photo de Céline sont diffusés dans tous les commissariats de la région centre. Sa disparition fait l'objet de reportages dans la presse locale, d'appels à témoins répétés. Mais aucune piste sérieuse n'émerge de cette médiatisation massive. Progressivement, l'enquête s'enlise dans une impasse totale. Malgré les moyens déployés, malgré l'acharnement de Bélanger et de son équipe, aucun élément nouveau ne vient éclairer le mystère. 6 mois après la disparition, le dossier commence à refroidir faute d'indices exploitables. Les enquêteurs continuent à travailler sur d'autres affaires plus récentes, plus pressantes. Céline Moreau rejoint lentement la longue liste des disparitions inexpliquées qui hantent les archives de la police judiciaire. Sa famille refuse d'accepter cette résignation, maintient la pression médiatique, organise des marches blanches. Mais la réalité s'impose cruellement. Au cours de l'année 2006, plusieurs fausses pistes viennent momentanément relancer l'enquête. En février, un témoin affirme avoir vu une femme ressemblant à Céline dans une gare de la banlieue parisienne. Les policiers se déplacent, interrogent le témoin, visionnent les caméras de surveillance. La femme en question ne ressemble finalement que vaguement à Céline et son identité est rapidement établie. C'est une habitante de Créteil sans aucun lien avec Tours. Cette fausse alerte provoque une déception supplémentaire pour la famille Moreau qui avait momentanément repris espoir. En mai, un os humain est découvert par des promeneurs dans une forêt près d'Amboise, à une trentaine de kilomètres de Tours. L'information fait immédiatement la une des journaux locaux. Les analyses anthropologiques sont lancées en urgence. Pendant plusieurs jours, la famille Moreau vit dans l'angoisse de l'identification. Finalement, les résultats tombent. Les restes appartiennent à une personne décédée depuis au moins 15 ans, probablement dans les années 90. Aucun lien avec la disparition de Céline. Cette nouvelle désillusion mine encore davantage le moral des proches. Un ancien petit ami de Céline, rencontré brièvement quelques mois avant sa disparition, devient un temps suspect. Cet homme, Vincent Durand, avait eu une relation courte avec Céline à l'automne 2004. La séparation s'était mal passée selon certains témoignages. Vincent aurait mal accepté la rupture, aurait harcelé Céline pendant quelques semaines. Les enquêteurs le convoquent pour un interrogatoire approfondi. Vincent reconnaît avoir été contrarié par la fin de leur relation, mais nie catégoriquement toute implication dans la disparition. Son emploi du temps du 12 mars est vérifié minutieusement. Vincent travaillait ce jour-là dans un garage automobile de Joué-les-Tours. Plusieurs collègues confirment sa présence continue,
entre 8 heures du matin et 18 heures. Il n'a pas quitté le garage de toute la journée, était visible en permanence dans l'atelier. Son téléphone n'a pas émis d'appel vers le secteur du parking ce matin-là. Sa voiture est restée garée devant le garage toute la journée selon les témoignages. Les vérifications techniques confirment son alibi de manière irréfutable. Vincent Durand est innocenté et disparaît rapidement du radar des enquêteurs. Une rumeur persistante évoque un possible règlement de compte lié aux activités de Translog International. Certains murmurent que l'entreprise servirait de façade à des trafics illégaux, que Céline aurait découvert quelque chose de compromettant. Les enquêteurs approfondissent cette hypothèse avec détermination. Les douanes sont sollicitées, les importations de l'entreprise scrutées conteneur par conteneur. Les contrôles se multiplient pendant plusieurs mois. Rien d'illégal n'est jamais détecté. Translog importe bel et bien des textiles et de l'électronique, facture proprement, déclare correctement ses revenus. La rumeur s'évapore progressivement faute de fondement réel. Une équipe de profileurs criminels est consultée en 2007 pour tenter de comprendre les motivations possibles d'un éventuel agresseur. Leur analyse conclut que la disparition présente des caractéristiques inhabituelles. L'absence totale de traces, la précision de l'exécution, le choix du lieu suggèrent une préméditation importante. Mais la personnalité de Céline ne correspond pas au profil habituel des victimes ciblées. Elle ne représentait aucun enjeu financier, n'occupait pas de position stratégique, ne détenait pas d'informations sensibles. Le rapport des profileurs soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses concrètes. Bélangère explore même l'hypothèse d'une méprise. Céline aurait-elle été enlevée par erreur, confondue avec quelqu'un d'autre? Cette théorie est examinée sérieusement pendant plusieurs semaines. Les enquêteurs cherchent si une autre femme correspondant physiquement à Céline travaillait dans le même immeuble, habitait le même quartier, fréquentait les mêmes lieux. Plusieurs profils sont identifiés, leurs entourages sondés discrètement. Mais aucun élément ne vient étayer cette hypothèse. Personne ne semble avoir été menacé ou ciblé à cette époque dans l'environnement proche de Céline. Les années passent et le dossier devient officiellement une enquête pour disparition inquiétante sans suite. En 2010, le commandant Bélangère prend sa retraite sans avoir résolu l'affaire qui l'a hanté pendant 5 ans. Dans son discours d'adieu, il mentionne le cas Céline Moreau comme sa plus grande frustration professionnelle. Il avoue son impuissance face à un mystère qui défie toute logique policière. Son successeur hérite du dossier, mais n'y consacre qu'une attention sporadique, submergé par des affaires plus récentes et plus urgentes. Céline rejoint définitivement les fantômes du passé. La famille Moreau continue ses démarches pendant des années. Françoise, la mère de Céline, crée une association pour les familles de disparus. Elle organise des rassemblements annuels, maintient la mémoire de sa fille vivante dans les médias locaux. Chaque 12 mars, un hommage est rendu près du parking où Céline a été vue pour la dernière fois. Des bougies sont allumées, des fleurs déposées. Mais l'espoir de retrouver Céline vivante s'amenuise inexorablement. Avec le temps, même les plus optimistes commencent à accepter l'inacceptable. Céline ne reviendra probablement jamais. En 2015, à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition, un journaliste d'investigation locale rouvre le dossier. Il mène sa propre enquête, interroge à nouveau tous les protagonistes, réexamine tous les éléments connus. Son reportage, diffusé sur France 3 Régions, suscite un regain d'intérêt médiatique. Quelques nouveaux témoignages arrivent, mais aucun ne s'avère pertinent. L'enquête journalistique confirme surtout l'extraordinaire absence de pistes concrètes. Le mystère de Céline Moreau reste entier, défiant toute tentative d'explication rationnelle. Le dossier retombe dans l'oubli après ce bref sursaut médiatique. Les enquêteurs qui se sont succédés sur l'affaire développent des théories personnelles contradictoires. Certains demeurent convaincus que Céline a disparu volontairement, qu'elle vit quelque part sous une nouvelle identité. D'autres penchent pour l'enlèvement criminel, peut-être un prédateur opportuniste qui l'aurait surprise dans le parking. D'autres encore imaginent un accident improbable, un piège urbain dans lequel elle serait tombée sans témoin. Mais aucune de ces théories ne résiste vraiment à l'examen des faits. Le dossier reste officiellement ouvert, mais personne n'y travaille activement. Céline Moreau appartient désormais au passé. Octobre 2023. Claire Dubois, inspectrice des finances publiques à Nantes, effectue un contrôle fiscal de routine sur une société de conseil en gestion patrimoniale.
L'entreprise, nommée Arven Conseil, existe depuis 2018 et gère les portefeuilles de plusieurs dizaines de clients aisés. Claire examine les déclarations fiscales, vérifie la cohérence des comptes, s'assure de la conformité des opérations. C'est un travail méthodique, répétitif, souvent ingrat. Mais ce jour-là, quelque chose attire son attention dans les documents comptables. Une anomalie mineure, presque imperceptible, mais qui la trouble professionnellement. En épluchant les factures fournisseurs d'Arven Conseil, Claire remarque des paiements réguliers vers une société domiciliée à Tours. Ces versements, effectués mensuellement depuis 2018, concernent des prestations de sous-traitance comptable. Les montants ne sont pas excessifs, quelques milliers d'euros par mois, mais leur régularité parfaite intrigue Claire. Elle décide de creuser davantage, demande des justificatifs supplémentaires. Le gérant d'Arven Conseil lui fournit des contrats de prestations détaillant les services rendus par cette société tourangelle, nommée Compta Services Plus. Claire vérifie l'existence légale de Compta Services Plus. L'entreprise est bien enregistrée au registre du commerce de Tours depuis 2005. Son activité déclarée correspond aux prestations facturées à Arven Conseil. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais Claire pousse son investigation plus loin par acquis de conscience professionnelle. Elle consulte les déclarations fiscales de Compta Services Plus pour vérifier la cohérence globale. C'est là que l'anomalie apparaît clairement. La société déclare des revenus, paie ses charges, mais aucun salarié n'est officiellement employé. Le gérant et unique déclarant est une certaine Céline Moreau. Le nom ne dit rien à Claire dans l'immédiat. Elle note simplement cette bizarrerie dans son rapport. Une société de services comptables sans employés, c'est inhabituel, mais pas illégal. La gérante travaille peut-être seule, sous-traite elle-même à d'autres indépendants. Mais par principe, Claire décide de vérifier l'identité de cette Céline Moreau. Elle tape le nom dans les bases de données administratives. C'est alors que tout bascule. Un message d'alerte apparaît immédiatement à l'écran. Céline Moreau, née le 15 août 1972 à Tours, est portée disparue depuis mars 2005. Claire reste figée devant son écran pendant plusieurs secondes. Comment une personne disparue depuis 18 ans peut-elle gérer une entreprise active? Elle vérifie à nouveau les informations, pensant à une homonymie. Mais le numéro de sécurité sociale correspond bien à celui de la disparue. L'adresse de domiciliation de Compta Services Plus est un domicile fictif, une simple boîte postale dans une société de domiciliation tourangelle. Les déclarations fiscales sont déposées électroniquement chaque année, sans contact physique avec l'administration. Quelqu'un utilise manifestement l'identité de Céline Moreau depuis sa disparition pour faire fonctionner cette entreprise. Mais qui et pourquoi? Claire contacte immédiatement sa hiérarchie qui transmet l'information à la police judiciaire. Le dossier atterrit sur le bureau de la commandante Sophie Berger, qui dirige désormais la section des affaires non résolues à Tours. Sophie n'a jamais travaillé directement sur la disparition de Céline, mais elle connaît l'affaire de réputation. C'est l'une des plus anciennes énigmes de la région, un cas qui a marqué toute une génération d'enquêteurs. La découverte de cette société fantôme relance brutalement une enquête endormie depuis près de 2 décennies. Sophie constitue immédiatement une nouvelle équipe dédiée. Les investigations bancaires démarrent en urgence. Compta Services Plus possède un compte professionnel ouvert en 2005 à la Caisse d'épargne de Tours. Les relevés montrent des mouvements réguliers, des encaissements de clients, des paiements de charges. L'argent entre et sort normalement, comme pour n'importe quelle petite entreprise. Mais qui gère ce compte? Les opérations sont effectuées en ligne, via un accès sécurisé. Les enquêteurs remontent la piste informatique, demandent les logs de connexion à la banque. Les accès proviennent de différentes adresses IP, principalement situées dans la région parisienne. Les connexions utilisent systématiquement des VPN qui masquent l'origine réelle. Sophie Berger ordonne une enquête approfondie sur tous les clients de Compta Services Plus. Une dizaine de sociétés, essentiellement des PME de la région Centre et des Pays de la Loire, ont fait appel à ces services au fil des années. Les gérants sont convoqués un par un. Tous racontent la même histoire. Ils ont contacté Compta Services Plus après avoir trouvé l'entreprise sur Internet ou par recommandation. Les échanges se faisaient uniquement par mail, les documents transmis électroniquement. Personne n'a jamais rencontré physiquement Céline Moreau. Les prestations étaient correctement effectuées, facturées à des tarifs compétitifs. Rien ne semblait suspect.
Les enquêteurs récupèrent tous les courriels échangés avec Compta Services Plus. L'adresse mail utilisée est générique, hébergée chez un fournisseur classique. Les messages sont rédigés dans un français correct, professionnel, sans particularité notable. L'analyse linguistique ne révèle aucun indice sur l'identité réelle du rédacteur. Les prestations comptables fournies sont techniquement solides, démontrant une vraie compétence dans le domaine. Celui ou celle qui se cache derrière Compta Services Plus connaît manifestement très bien son métier. Les experts consultés confirment que le niveau technique correspond tout à fait aux capacités supposées de la vraie Céline Moreau. Sophie fait établir un bilan financier complet de l'entreprise. Sur 18 ans d'existence, Compta Services Plus a généré un chiffre d'affaires cumulé d'environ 400 000 €. Après déduction des charges et impôts, le bénéfice net s'élève à environ 150 000 €. Cet argent a été progressivement retiré du compte professionnel, transféré vers différents comptes personnels, dont les bénéficiaires réels restent à identifier. Les flux financiers sont complexes, passent par plusieurs intermédiaires, utilisent des sociétés écrans domiciliées à l'étranger. L'usurpateur a manifestement pris soin de brouiller les pistes financières avec une sophistication remarquable. Une perquisition est ordonnée à l'adresse de domiciliation de Compta Services Plus. Sans surprise, le local ne contient aucun document, aucun ordinateur, aucune trace d'activité réelle. C'est une simple boîte aux lettres dans un centre d'affaires qui loue des domiciliations fictives. Le courrier arrivant au nom de Compta Services Plus était récupéré régulièrement par un homme que personne ne peut décrire précisément. Les employés du centre se souviennent vaguement d'un individu entre 30 et 50 ans, banal, discret, qui venait chercher le courrier quelques fois par mois. Aucune caméra ne couvre la zone, aucune trace exploitable. Les techniciens informatiques tentent de remonter la piste numérique. Les serveurs hébergeant le site internet de Compta Services Plus sont localisés aux Pays-Bas. La création du site remonte à avril 2005, soit un mois après la disparition de Céline. L'enregistrement a été effectué via un service d'anonymisation payé en crypto-monnaie. Impossible de remonter au créateur réel. Le site lui-même est rudimentaire, une simple vitrine professionnelle présentant les services de l'entreprise. Il a été mis à jour régulièrement au fil des ans, adapté aux évolutions techniques. Quelqu'un a entretenu cette façade numérique pendant près de 20 ans avec une constance troublante. La découverte de Compta Services Plus bouleverse totalement la compréhension de l'affaire Céline Moreau. L'hypothèse d'une disparition volontaire, déjà peu crédible, devient définitivement intenable. Céline n'a manifestement pas créé cette entreprise après sa disparition. Quelqu'un a usurpé son identité dans un but précis. Mais qui possédait les informations nécessaires pour accomplir cela? Les numéros de sécurité sociale, les accès bancaires, les compétences professionnelles. La liste des suspects potentiels se réduit drastiquement. Sophie Berger se concentre sur l'entourage proche de Céline avant sa disparition. Thierry Arnaud, l'ex-mari, est convoqué à nouveau après 18 ans. L'homme a vieilli, porte maintenant des cheveux gris, semble fatigué par les années. Il est stupéfait d'apprendre l'existence de cette société fantôme. Les enquêteurs l'interrogent durant plusieurs heures, vérifient sa situation financière actuelle, examinent ses comptes bancaires. Aucun flux suspect vers Compta Services Plus n'est détecté. Thierry semble sincèrement ignorant de toute cette histoire. Mais Sophie ne peut exclure totalement son implication. Il avait accès aux documents personnels de Céline pendant leur mariage, connaissait évidemment ses compétences professionnelles. La piste se tourne ensuite vers Translog International, l'ancienne employeuse de Céline. Mais l'entreprise n'existe plus depuis 2012. Patrick Verlaine, l'ancien directeur, est décédé en 2019 d'une crise cardiaque. Les archives de Translog ont été partiellement conservées par le liquidateur judiciaire. Sophie les épluche méthodiquement, cherche un lien entre l'ancienne entreprise et la nouvelle société fantôme. Elle découvre que Translog avait effectivement sous-traité ponctuellement à Compta Services Plus entre 2006 et 2010. Patrick Verlaine avait donc un contact direct avec l'usurpateur de l'identité de Céline. Cette révélation ouvre une perspective troublante. Verlaine aurait-il participé activement à la disparition de Céline? Aurait-il ensuite exploité son identité pour créer cette structure parallèle? Les enquêteurs reconstituent les dernières années de vie de Verlaine.
L'homme avait connu des difficultés financières importantes à partir de 2008. Translog périclitait, les dettes s'accumulaient. Verlaine avait vendu sa maison, liquidé ses biens personnels avant la faillite de l'entreprise. Mais il avait réussi à conserver un niveau de vie décent jusqu'à sa mort. D'où provenaient ces ressources mystérieuses? L'hypothèse d'un revenu occulte lié à Compta Services Plus devient crédible. Les enquêteurs interrogent la famille de Patrick Verlaine. Sa veuve, Brigitte Verlaine, 70 ans, vit toujours à Tours dans un modeste appartement. Elle affirme n'avoir jamais entendu parler de Compta Services Plus. Son mari gérait seul les affaires de Translog, ne lui parlait jamais des aspects professionnels. Brigitte semble sincère, mais les vérifications bancaires révèlent qu'elle a reçu plusieurs virements importants d'origine inconnue entre 2012 et 2019. Lorsqu'elle est confrontée à ces preuves, Brigitte s'effondre. Elle admet avoir perçu cet argent mais jure ne pas connaître sa provenance exacte. Brigitte raconte que son mari lui avait expliqué avoir constitué une réserve financière au fil des années grâce à des investissements judicieux. Il lui versait régulièrement de l'argent liquide qu'elle déposait ensuite sur son compte personnel. Patrick refusait de donner plus de détails, prétendant protéger sa femme d'éventuels problèmes fiscaux. Brigitte n'avait jamais posé de questions, heureuse de pouvoir maintenir un train de vie convenable malgré la faillite de Translog. L'analyse des flux financiers montre que ces sommes correspondent exactement aux bénéfices dégagés par Compta Services Plus. Patrick Verlaine était bien le bénéficiaire final de l'usurpation d'identité. Cette découverte transforme radicalement la perception de la disparition. Patrick Verlaine avait manifestement un mobile pour faire disparaître Céline. En éliminant sa comptable et en s'appropriant son identité professionnelle, il créait une source de revenus parallèle invisible. Mais comment a-t-il organisé matériellement la disparition? Les images du parking ne montrent personne d'autre que Céline ce matin-là. Verlaine possédait-il un complice? Avait-il planifié l'opération avec une précision chirurgicale? Sophie demande l'exhumation du corps de Verlaine pour effectuer des analyses ADN comparatives. Peut-être des traces biologiques compromettantes subsistent-elles quelque part dans le dossier. Les perquisitions au domicile de Brigitte Verlaine révèlent des documents troublants. Dans un carton stocké à la cave, les enquêteurs découvrent d'anciens papiers professionnels de Patrick. Parmi eux, des notes manuscrites datées de février 2005, soit un mois avant la disparition de Céline. Ces notes concernent l'organisation de Translog, mentionnent plusieurs fois le nom de Céline Moreau. Une phrase en particulier glace les enquêteurs. Patrick avait écrit en marge d'un document, probablement sans réfléchir aux conséquences futures. La phrase était la suivante: « CM trop curieuse sur compte import-Asie. Solution définitive nécessaire bientôt. » Ce document constitue un élément accablant posthume. Patrick Verlaine avait donc prémédité quelque chose contre Céline dès février 2005. Les enquêteurs revisitent tous les comptes de Translog à la lumière de cette information. Ils découvrent effectivement des irrégularités comptables datant de 2004 et 2005, des importations surévaluées, des factures gonflées, des flux financiers suspects vers des paradis fiscaux. Verlaine pratiquait manifestement une fraude organisée. Céline, en tant que comptable attentive, avait probablement commencé à remarquer ces anomalies. Verlaine avait alors décidé de l'éliminer avant qu'elle ne révèle quoi que ce soit. Mais malgré ces révélations capitales, une question fondamentale demeure sans réponse. Comment Patrick Verlaine a-t-il fait disparaître Céline du parking ce matin de mars 2005? Les images montrent clairement qu'elle était seule en entrant dans le parking. Aucun complice visible, aucune camionnette suspecte. Verlaine lui-même possédait un alibi pour ce jour-là, confirmé par plusieurs témoins fiables. Il participait effectivement à une réunion professionnelle à Orléans entre 8h et 13h. Les relevés de son téléphone portable confirment sa présence à Orléans toute la matinée. Le mystère du mode opératoire reste entier. Sophie ordonne une nouvelle inspection minutieuse du parking où Céline a disparu. 18 ans ont passé, mais la structure du bâtiment est restée identique. Les experts techniques examinent chaque recoin, chaque conduit, chaque issue possible. Ils découvrent finalement quelque chose d'étonnant dans la zone où Céline a disparu des caméras. Une trappe de maintenance dissimulée dans le sol, conduisant à un réseau de galeries techniques souterraines. Ces galeries
utilisé autrefois pour le passage des câbles et tuyauteries, relie plusieurs bâtiments du quartier. Verlaine connaissait-il l'existence de ce réseau? Avait-il organisé la disparition en exploitant ces passages secrets? Les galeries sont explorées intégralement par les équipes techniques. Elles s'étendent sur plusieurs centaines de mètres sous le quartier, certaines sections étant murées, d'autres toujours accessibles. Dans une section condamnée près du parking, les enquêteurs font une découverte macabre. Des ossements humains partiellement enfouis sous des gravats, accompagnés de lambeaux de tissu et d'objets personnels. Les analyses ADN sont lancées immédiatement. Le résultat tombe quelques jours plus tard. Les ossements appartiennent à Céline Moreau. 18 ans après sa disparition, son corps est enfin retrouvé à quelques dizaines de mètres de l'endroit où elle a été vue vivante pour la dernière fois. L'affaire Céline Moreau se referme donc de manière aussi troublante qu'elle avait commencé. Patrick Verlaine, décédé depuis 4 ans, ne pourra jamais être jugé pour ce qu'il a fait. Les preuves accumulées ne laissent cependant aucun doute sur sa culpabilité. Il avait planifié l'élimination de sa comptable pour protéger ses activités frauduleuses, puis exploiter son identité professionnelle pendant près de 20 ans. Le procédé exact de la disparition reste partiellement mystérieux, mais les galeries techniques fournissent une explication plausible. Verlaine connaissait manifestement l'existence de ces passages, avait organisé l'enlèvement en utilisant ce réseau souterrain invisible. La famille Moreau obtient enfin des réponses après 18 années d'incertitude atroce. Françoise, la mère de Céline, aujourd'hui âgée de 80 ans, peut enfin faire son deuil correctement. Les obsèques de Céline sont célébrées en novembre 2023, rassemblant plusieurs centaines de personnes à Tours. L'affaire fait l'objet d'une large couverture médiatique nationale, devient un cas d'école dans les formations policières sur les disparitions non résolues. Sophie Berger est félicitée pour son travail acharné, même si elle reconnaît que seul un hasard administratif a permis de rouvrir le dossier. Mais une ombre persiste au tableau. Les galeries où le corps a été retrouvé sont difficilement accessibles depuis le parking. Comment Verlaine, seul et sans complice apparent, a-t-il pu transporter Céline sur plusieurs dizaines de mètres dans ces passages étroits? Les enquêteurs soupçonnent l'existence d'un complice jamais identifié, probablement un employé de Translog qui aurait aidé Verlaine dans son entreprise criminelle. Les anciens salariés de l'entreprise sont interrogés à nouveau, mais personne ne reconnaît quoi que ce soit. Le mystère du complice éventuel reste entier, emporté dans la tombe avec Patrick Verlaine. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes mystérieuses et affaires non résolues. Laissez-nous également un like si vous appréciez notre travail de reconstitution de ces histoires oubliées. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Votre soutien nous encourage à continuer d'explorer les zones d'ombre de l'histoire criminelle française, à redonner une voix aux victimes disparues dans l'indifférence générale.